Je vais vous présenter donc ces résultats qui ont porté sur une étude réalisée de 2011 à 2013, donc notamment sur les apports foliaires, sachant donc que l'objectif de cet essai, de cette étude, était d'une part donc de pallier le déficit qu'on a au niveau des mous en termes d'azote assimilable. Donc là, je vous ai représenté sur un petit graphique les résultats des mesures de teneur en azote ammoniacal qu'on obtient sur le réseau maturation. Depuis pas mal d'années. Donc vous voyez que depuis quelques années, on a des teneurs qui sont faibles, voire très faibles des fois, en lien, d'une part, on peut le dire, au maintien de la fertilité des sols. On en reparlera plus longuement tout à l'heure, notamment par rapport au maintien de la matière organique des sols, mais également du fait des modifications de l'entretien des sols avec l'essor de l'enherbement sur l'interrang, qui crée une concurrence, notamment au niveau azoté par rapport à la vigne. Donc ces problèmes de déficit en azote des mous vont diminuer la fermentescibilité des mous et derrière provoquer des déviations métaboliques qui engendrent des problèmes qualitatifs au niveau des vins. Deuxième objectif, c'était également d'étudier l'impact au niveau aromatique de ces apports foliaires. Vous savez que depuis quelques années, on a mis en évidence l'intérêt de ces apports foliaires d'azote au moment de la véraison pour augmenter certains composés aromatiques. Alors ça marche très bien sur les blancs, notamment des cépages comme le Sauvignon ou le Colombard. On a montré aussi que ça marchait bien sur les rosés. Ça permet d'avoir donc des composés notamment thiolés, ou des arômes particuliers. Donc c'est le cas, bon, je vous donne le nom, c'est toujours un petit peu barbare ces noms chimiques. Le 3-mercaptohexanol et l'acétate de 3-mercaptohexanol notamment, qui confèrent au vin donc des arômes particuliers, notamment de pamplemousse, également de cassis quand on est sur les rouges. Et donc une étude préliminaire qui avait été réalisée par Valérie et Bertrand en Beaujolais a montré qu'on trouvait sur certains vins du Beaujolais ce type de composés volatiles. Donc l'idée, c'est de voir si, par des apports foliaires azotés, on peut jouer sur ce côté aromatique, essentiellement au niveau du côté vin nouveau, où ça nous intéresse plus particulièrement. Donc au niveau de l'étude, cet essai a porté sur deux parcelles. D'une part, une parcelle en désherbage chimique intégral, donc c'était sur Saint-Étienne, sol limono-sableux, et une autre parcelle donc sur Thésée, sur l'argilo-calcaire, où là on était en enherbement sur l'interrang et désherbage chimique sur le rang. Donc ce qu'il faut peut-être aussi préciser, c'est qu'on avait eu déjà, la Chambre d'agriculture du Rhône avait déjà fait des expérimentations sur les apports foliaires il y a quelques années, dans le cadre notamment d'enherbement, où ils avaient déjà montré qu'on pouvait gagner au niveau fermentescibilité des mous. Là, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin, notamment pour avoir aussi le côté aromatique, comme je l'ai précisé. Au niveau des modalités, donc on a un témoin, on n'apporte pas d'azote sur la vigne. Par contre, qu'on complémente sur mou. Alors quand je dis sur mou, en fait, on attend que la fermentation soit démarrée. Donc en général, on l'apporte à peu près 2 jours après le début de la fermentation. Une modalité azote-sol. Alors pourquoi on a mis une modalité azote-sol? C'était pour voir si on avait bien une différence entre l'apport foliaire et l'apport sol, parce que dans les deux cas on apporte de l'azote, donc c'était pour faire la différence entre les deux. Donc là on est parti sur un apport au sol de 30 unités par hectare et par an, donc on positionne à peu près 2 semaines avant la floraison sous forme d'ammonitrate. L'azote est apporté en plein sur Saint-Étienne où c'est désherbé intégralement chimiquement. Par contre, il est localisé sous le rang, qui n'est pas enherbé, à Thésée, pour pas que l'azote qu'on apporte profite à l'herbe et non pas à la vigne. Et donc la troisième modalité, c'est l'apport d'azote foliaire, à la dose de 20 kg, 20 unités par hectare et par an, sous forme en fait de 2 apports de 10 unités chacun. Le premier apport est réalisé dès que la véraison est bien enclenchée, donc dès qu'on a 5-10% de véraison, et le deuxième apport à peu près 15 jours après. Donc cet apport a été réalisé avec le produit CEFN, qui est surtout, en grosse partie, l'azote est composé vient de l'urée. Voilà, et donc pour aussi être bien clair par rapport au témoin, donc on a complémenté le témoin de façon à avoir, dès que la fermentation a démarré, on a complémenté le témoin en azote
pour essayer d'avoir à peu près les mêmes doses d'azote assimilable qu'on avait sur la modalité azote foliaire. Voilà, tout simplement parce que si on sait que si le témoin ne le complémente pas en azote, on va avoir des gros soucis de fermentation avec des gros problèmes. Donc ça je veux dire, on le sait déjà. Hein. Donc l'idée c'était de se mettre aussi dans la pratique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Donc, si on a un mou qui est carencé, on va apporter de l'azote au niveau du mou. Voilà, donc au niveau de ces essais. Juste un petit focus aussi pour donner quand même, ce qui permettra d'expliquer notamment le comportement de l'apport au sol. Hein. Je vous ai représenté ici les données météorologiques, donc précipitations mensuelles, température moyenne mensuelle pour les 3 millésimes 2011, 2012, 2013. Donc ce qu'il y a surtout à retenir, c'est le printemps sec de 2011, hein, ça on s'en souvient. À l'inverse, printemps très humide en 2012, printemps humide quand même aussi en 2013, même si vous voyez que le mois de juin était quand même une pluviométrie beaucoup plus faible en juin en 2013. Et puis également donc, l'année 2012 qui a été vraiment très pluvieux jusqu'à la fin, alors qu'en 2013 on a une diminution des précipitations et je dirais un été assez sec et une maturation assez sec en 2013. Donc juste pour vous dire aussi que par exemple entre l'apport d'azote au sol et le début de la floraison qui est je dirais le stade clé à partir duquel la vigne va commencer à absorber de façon significative l'azote du sol, en 2011 on a eu seulement 10 mm, hein, très faible. À l'inverse 2012 il y a eu 100 mm et un peu moins en 2013 60 mm. Je vous le dis parce que ça a expliqué quelques petites choses sur cet apport au sol tout à l'heure. Donc maintenant, je vais essayer de balayer très rapidement quand même, je vais essayer de faire très vite, sur les résultats qu'on a obtenus. Donc à chaque fois, je vous ai mis à gauche la parcelle de Saint-Étienne, à droite la parcelle de Thésée, avec les 3 millésimes et donc les 3 modalités, hein, le témoin en bleu, rouge, marron, l'azote sol et en vert, l'azote foliaire. Tout d'abord sur la vigueur, donc, qui est mesurée par le point moyen du sarment, vous voyez qu'à Saint-Étienne, pas de différence significative. À Thésée, par contre, on voit ressortir de façon assez classique, c'est quelque chose qui est déjà connu, l'apport d'azote au sol. Même si on voit par rapport à l'apport aux foliaires, hein, vous voyez que d'un point de vue strictement statistique, il y a différence ni avec l'apport au sol, ni avec le témoin. Par contre, vous voyez qu'il est intermédiaire, donc on peut penser qu'il y a quand même un petit effet à ce niveau-là. Au niveau du rendement, je vous l'ai présenté, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, on n'a pas vu de différence significative entre les 3 modalités. Par contre, différence au niveau ensuite des baies, sur le pH des baies. Alors, ce n'est pas obligatoirement significatif chaque année. Par contre, il y a toujours cette tendance d'avoir un pH des baies sur l'azote foliaire qui est supérieur par rapport aux autres modalités. Au niveau de la pourriture, donc là je vous ai mis uniquement les résultats sur l'essai de Saint-Étienne. Donc à gauche vous avez la fréquence, à droite l'intensité. Sur la parcelle de Thésée, en fait, la parcelle est moins sensible à la pourriture, c'est en herbé. On a juste eu un petit peu de pourriture en 2013 et les effets les tendances vont dans le même sens que ce qu'on observe à Saint-Étienne, c'est-à-dire une sensibilité plus importante en fait pour les apports d'azote, que ce soit au niveau du sol, au niveau foliaire. Alors au niveau du sol, c'est un peu plus marqué quand même, on le voit que ce soit au niveau fréquence ou au niveau intensité. On le voit quand même aussi un petit peu au niveau de l'apport foliaire. Alors même si vous voyez qu'au niveau intensité, on n'est quand même pas, en tout cas en 2011 et 2013, sur des niveaux très élevés, hein, on est à 5, même pas à 5%. Bien sûr en 2012, on se rappelle du millésime qui était très délicat, avec donc des intensités beaucoup plus élevées. Dernier point au niveau donc des baies, c'est l'azote assimilable, hein, c'est aussi quelque chose qu'on voulait regarder. Là je dirais qu'il n'y a pas photo, hein, c'est très net, hein, l'apport foliaire augmente cette teneur en azote assimilable des baies, hein, quelle que soit la parcelle, quel que soit le millésime. Vous voyez aussi qu'au niveau du sol, de l'apport au sol, c'est beaucoup plus mitigé. Ce n'est pas le cas en 2012-2013, il n'y a qu'en 2011 que ça améliore de façon significative et à peu près de la même façon que l'apport foliaire. Alors pourquoi ? Il faut remonter à ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les données météorologiques. C'est qu'en fait, très peu d'eau au printemps, donc l'azote qu'on apporte au niveau du sol n'a pas été absorbé à cette période par la vigne. Il a été absorbé plus tard et donc cet azote a servi plus à aller au niveau des baies, hein, donc ce qui explique pourquoi au final on se retrouve avec des teneurs en azote assimilable qui sont proches de ce qu'on a au niveau de l'azote foliaire. Donc en moyenne,
Ce qu'on peut dire, augmentation à peu près de 70% pour l'azote foliaire à Saint-Étienne, 140% sur Thésée. Pourquoi? Vous voyez, c'est parce que les teneurs en azote assimilable, déjà au départ sur le témoin, sont beaucoup plus faibles à Thésée, donc l'efficacité est d'autant plus importante. Juste aussi pour ce graphique, juste pour donner aussi une idée par rapport à ce, parce qu'on va le présenter après, juste après, l'idée sur la fermentescibilité des mous. On considère que pour l'azote assimilable, il faut être au moins en rouge à 140 mg par litre pour fixer les idées. Vous voyez qu'à Thésée, déjà sur le témoin, on n'en est quand même pas loin, on y est pratiquement ou pas loin. À Thésée, vous voyez que c'est beaucoup plus faible. En fait, attention, l'échelle n'est pas la même entre les deux parcelles. Vous voyez que le témoin est nettement plus faible en azote assimilable et beaucoup plus carencé. Vous voyez qu'avec l'apport foliaire, par contre, on arrive tout juste, notamment en 2012-2013, à arriver à ces 140 mg par litre. Alors au niveau de la vinification, alors ce que je n'ai pas précisé, donc, sur les deux essais, donc on a fait deux types de vinification, d'une part en vinification beaujolaise classique et d'autre part en macération préfermentaire à chaud, où donc on chauffe le mou pendant 12 heures à 65 degrés, on refroidit, on levure ensuite. Macération de 3 jours, sur la vinification beaujolaise, on fait une macération de 5-6 jours. Dans les deux cas, on a utilisé la levure 2056, l'idée c'était aussi de faire un maximum de ces arômes thiolés, notamment cassis. Alors tout de suite, au niveau de la durée de la fermentation alcoolique, alors je vous ai représenté, il y a toujours Saint-Étienne à gauche, Thésée à droite, la vinification beaujolaise en haut, la macération préfermentaire à chaud en bas. Alors que dire sur ces durées de fermentation alcoolique? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les différences sont beaucoup plus nettes sur Thésée, que ce soit en VB ou en MPC, du fait bien évidemment que les teneurs sur le témoin aussi sont beaucoup plus faibles en termes d'azote assimilable. On voit quand même des différences sur Thésée, notamment en 2013. Donc ça c'est un point. On remarque quand même, donc là c'est les durées de fermentation, on remarque quand même quand on regarde le suivi de chute de la densité qu'on a toujours quand même un petit écart entre l'apport foliaire et les deux autres modalités. Alors des fois c'est peanuts, c'est peut-être une demi-journée, mais il y a toujours un petit écart qui ne se traduit pas forcément du coup en termes de durée de fermentation alcoolique. Autre point, donc ensuite au niveau de l'analyse des vins, je vous ai montré qu'il y avait une différence sur le pH des baies, on voit qu'on a également une différence sur le pH des vins, c'est relativement logique on va dire. Là aussi, donc l'apport foliaire, de façon pratiquement systématique, on a un pH qui est supérieur par rapport au témoin, ce qu'on voit beaucoup moins sur l'apport au sol. Donc là l'explication, alors c'est des choses qui ont déjà été vues dans d'autres régions, qui est expliquée par le fait que avec l'apport foliaire notamment, comme l'apport est quand même tardif, on a une certaine, un revertissement un petit peu du feuillage, du coup plus fonctionnel, une tendance à l'assimilation plus facile du potassium, du coup une augmentation du pH. Bon, c'est vrai que nous, quand on regarde les résultats sur le potassium, c'est pas toujours évident. Certaines années, c'est en effet, on le voit bien. D'autres années, c'est un petit peu plus délicat à voir, cette assimilation plus importante du potassium. La grosse différence, par contre, qu'on voit, et au détriment, je dirais, de l'apport foliaire, c'est sur la couleur des vins, mesurée par l'intensité colorante. Vous voyez que, on va dire quasiment systématiquement, on a une intensité colorante plus faible sur cet apport foliaire, alors que vous voyez que sur l'apport sol, c'est rare qu'on ait une différence vraiment très importante par rapport au témoin. Donc c'est l'explication. Alors pourquoi? D'une part, on vient de voir que le pH était plus élevé, ce qui peut expliquer, on sait que plus le pH est élevé, plus la couleur est faible. Mais vous voyez que vous avez pu voir que les deltas de pH sont quand même assez restreints. Non, la grosse différence, en fait, c'est la teneur en anthocyane. Donc, je vous ai mis, pour changer un petit peu de présentation, la corrélation qu'on a entre la teneur en anthocyane qui est en abscisse et l'intensité colorante des vins en ordonnée. Donc là, c'est pour les 3 millésimes, les deux vinifs, les deux types de vinification et les deux parcelles. Vous voyez qu'il y a une corrélation qui est très bonne, de 0,80, et qui explique donc en grosse partie cette intensité colorante plus faible des apports foliaires, donc lié à quelque chose aussi qu'on connaît. On sait que la biosynthèse
des anthocyanes notamment, est perturbé par des excès d'azote pendant la phase de maturation. Et ce qu'on voit, je dirais, très bien à ce niveau-là. Ce qu'on peut ajouter, alors j'anticipe un peu sur les résultats de dégustation, mais c'est certainement aussi la différence qui est le plus facilement repérée par les dégustateurs. Alors même si des fois c'est pas toujours significatif, mais une fois sur deux, sur toutes les dégustations qu'on a pu faire, la différence de couleur était visible et avec des différences significatives au niveau de la dégustation. On a également des différences sur les tanins. Alors c'est pas trop le cas sur Thésée où les résultats sont assez variables. C'est un petit peu plus net, on le voit sur Saint-Étienne, alors même si ce n'est pas vrai toutes les années, où on a un petit delta de différence sur les tanins pour l'apport foliaire par rapport notamment aux témoins. Et enfin, sur les composés volatiles, donc je ne vous ai pas mis en fait ces thiols volatiles au nom barbare, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas vraiment de différence entre notre témoin et les apports d'azote. Donc bon, là c'est voilà, un résultat. On espérait qu'on aurait une petite augmentation, c'est pas si net que ça. Certaines années ça peut arriver, d'autres c'est pas le cas. J'ai préféré plutôt vous présenter les résultats sur les esters et notamment l'acétate d'isoamyle, où là par contre c'est net, vous le voyez à chaque fois. Alors c'est aussi visible sur l'apport d'azote au sol, mais c'est encore plus net sur l'apport d'azote foliaire. On a une augmentation de l'acétate d'isoamyle des vins à ce niveau-là. Alors au niveau dégustation quid, là c'est un petit peu plus décevant, donc là j'ai un peu réfléchi, j'avais un peu de mal à savoir comment vous présenter les résultats. J'ai préféré vous les présenter sous forme de fréquence en fait. Donc sur les 12 dégustations totales qu'il y a eu, 12 comparaisons, à savoir les 2 parcelles, les 2 types de vinification et les 3 millésimes, ce qui nous fait 12 dégustations au total. Voilà ce que ça donne en termes de différences significatives au niveau de l'intensité du nez ou du fruité. Donc je vous ai mis la différence soit par rapport de l'azote apporté au sol par rapport au témoin ou l'azote foliaire par rapport au témoin. Vous voyez qu'au maximum c'est 3 sur 12, donc c'est vraiment très faible les différences qu'on peut mettre en évidence sur ces essais. Je vous ai mis également un petit écart par rapport à la tannicité. On a vu qu'au niveau des données analytiques, on avait des petites différences. Là aussi, grosso modo, 3 fois sur 12, on peut avoir des différences. Donc c'est quand même des choses qui ne sont pas très significatives à ce niveau-là. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On a bien montré l'efficacité de l'apport d'azote sur les mous, alors que ce soit au niveau sol ou au niveau foliaire, sachant que l'apport foliaire est quand même beaucoup plus efficace. Ça, c'est très clair. Par contre, avec une efficacité qui dépend bien évidemment du niveau initial en fait, du mou. Plus votre parcelle va avoir des mous carencés en azote, plus l'apport d'azote aux foliaires va être efficace. Au niveau de l'apport azoté sol, c'est des choses qu'on connaissait déjà, donc on a remis en évidence l'augmentation de vigueur, l'augmentation de pourriture, donc ça c'est des choses qu'on connaissait déjà. L'augmentation aussi des esters, alors oui je ne l'ai pas précisé, c'est aussi quelque chose qui est connu, le fait qu'on favorise la fermentation au niveau des levures, donc leur fonctionnement, donc du coup l'élaboration par les levures de ces esters volatiles. Par contre, ce qu'on a mis aussi en évidence quand même, c'est l'importance des conditions climatiques de l'année, notamment la différence de comportement entre l'année 2011 et l'année 2012 et 2013, notamment par rapport à la pluviométrie. Sur l'azote foliaire, donc augmentation du pH, et des choses qui ont été également mises en évidence dans d'autres essais, augmentation du pH, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ce qui est plus original, entre guillemets, même si on le comprend assez facilement, c'est la diminution d'intensité colorante qui est quand même un effet négatif par rapport à cet apport foliaire. Et également par rapport au tanin en fonction des parcelles, augmentation de la teneur en ester, ça c'est classique aussi. Et puis on a vu aussi quand même, alors même si c'est pas toujours très net, vous l'avez vu sur les résultats, mais une tendance quand même à avoir une petite augmentation de la vigueur et quand même à avoir un effet sur la pourriture. Donc en finale, qu'est-ce qu'on peut dire? L'apport foliaire, très bien au niveau azote assimilable des mous, si on veut l'améliorer. Au niveau aromatique, par contre, a priori, pas d'effet à ce niveau-là. Par contre, pour essayer de diminuer ces effets négatifs, il faut essayer de pas faire des apports trop marqués. Donc c'est vrai que les 20 kg par hectare qu'on avait utilisés, c'est quand même, à mon avis, un grand maximum. Il faudrait peut-être quand même diminuer, notamment sur des rouges, pour ne pas avoir ces effets négatifs, notamment au niveau couleur. Voilà, je vous remercie de votre attention.